rapide, plus puissant, plus de couleurs. La première console de jeu CD 32 bits. Bonjour, c'est Roderick. Alors, comme vous avez pu vous en douter, suite à la publicité de 1993 à propos de cette console, aujourd'hui on va parler de la CD32. L'Amiga CD32, c'est une console sortie par Commodore en 1993 pour un prix de 2490 francs à l'époque. Dans la publicité, vous avez pu voir que Commodore dit que cette console est unique pour une console 32 bits CD à l'époque de sa sortie, mais tout ceci n'est vrai qu'en Europe, puisque au Japon, il y avait déjà la FM Town Marty sortie au Japon, qui était aussi une console 32 bits sur un CD, qui est sortie aussi en 93. Par la suite, il arriva en Europe la Mega CD, qui est une extension CD pour la Mega Drive, et qui permettait aussi à la Mega Drive 32 bits de lire des CD, mais c'était sans doute un peu plus cher que la CD32, puisque la Mega CD était vendue 1990 francs, et qu'il fallait en plus posséder une Mega Drive. La CD32, contrairement aux autres machines Commodore comme la 1000 et toutes celles après, n'a pas été présentée aux US, mais elle a été présentée en Europe. Et elle sortira donc en Europe fin 93, elle sortira au Canada en 94 et elle ne sortira jamais aux USA à cause d'un problème de brevet. Donc à noter qu'à l'époque, en 93, on pouvait avoir cette console pour 2490 francs. Il fallait voir la concurrence, on avait la Super NES à 990 francs à l'époque, qui était une console 16 bits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait la Mega CD à 1990 francs qui est sortie en décembre 93 et qui avait besoin d'une Mega Drive pour fonctionner. Et dans les concurrents de Commodore, on peut aussi compter sur la Panasonic 3DO qui est sortie fin 93 également. Et Commodore donc fait faillite en 94, donc ce sera la dernière machine qu'ils sortiront. A noter que cette machine a quand même fait le top des ventes de jeux sur CD pour Noël 93 au Royaume-Uni. Alors c'est quoi une CD32? Une CD32, c'est une machine qui est basée sur un Amiga 1200 qui a été mis dans une carrosserie de console. Et avec quand même quelques différences avec l'Amiga 1200, avec notamment la présence d'une puce à l'intérieur qui s'appelle Akiko. Une puce qui n'est pas présente dans le 1200 et qui permet de s'assurer de la conversion chunky to planar, dont le but était d'accélérer les jeux 3D comme Doom. L'Akiko gère également le port auxiliaire, qui est ici, qui gère un port série ou un clavier. Et l'Akiko est aussi le contrôleur de CD pour cette machine. Le CD de cette machine est un lecteur propriétaire en 2X. D'un point de vue connectique, cette machine, donc elle a les sorties audio comme un Amiga 1200. Elle a une sortie composite, elle a une sortie RF et une sortie S-Vidéo. A noter que cette console n'est pas une version française. En France, la sortie RF a été masquée et à la place de la sortie S-Vidéo, on avait une prise 8 pins avec une sortie RGB. Donc en France, on avait une console qui permettait de sortir du RGB comme un Amiga 1200 sur son port DB23. A noter également que une jack est présente avec un slider pour le volume qui permet d'écouter des CD sur la machine au casque. Pour en revenir un tout petit peu à l'Akiko dans cette machine, donc comme je vous ai dit, il sert à faire le chunky to planar pour accélérer un petit peu les jeux en 3D.
Il le fait il accélère à peu près de 20% les jeux, mais en fait, ajouter de la fast RAM dans la machine et laisser le processeur faire ce calcul aurait été plus performant. Donc la Kiko a quand même une utilité très relative sur ces machines. Pour ce qui est de l'interne de la machine, donc elle était livrée en Kickstart 3.1 pardon, mais sur une ROM de 1 méga. Contrairement aux Amiga 1200 qui ont une ROM de 512, elle a une deuxième ROM qui est spécifique à la CD32, qui contient notamment les programmes pour le driver pour accéder au CD, ainsi que le player de CD, le player qui permet de lire des CD audio. Elle est équipée d'un 68020 à 14 MHz, comme un Amiga 1200. Elle a 2 mégas de chip et elle a le chipset AGA, comme l'Amiga 1200. D'un point de vue extension sur cette machine, donc j'ai enlevé la trappe arrière, on voit qu'il y a un port d'extension. Cet emplacement était fait pour mettre une carte de décodage vidéo. En début 1994, Commodore a sorti la carte Full Motion Video, autrement appelée FMV, qui est une carte qui s'insère ici et qui permet à la console de décoder les vidéos CD. Mais c'est pas quelque chose qui a très bien marché, notamment parce que Commodore a dû retirer la carte rapidement du marché à cause d'un bug. Et donc il s'en est relativement peu vendu et le vidéo CD n'a jamais remplacé le VHS. Donc ça, c'est pas quelque chose qui a fonctionné. Commodore prévoyait aussi un accélérateur pour cette machine sur ce port-ci pour apporter un 68030. Même si le développement a commencé, ils n'ont jamais sorti cette carte. Commodore ayant fait faillite en 1994, ils n'ont pas eu le temps de finir ce projet. On a vu d'autres accessoires sur cette console. On a notamment le communicateur qui, posé à côté connecté à la CD32, permettait de la relier à un Amiga 1200 pour se servir de la CD32 comme d'un lecteur de CD sur le 1200. On peut noter aussi l'extension qui se met sur ce port et qui apporte un lecteur de disquette blanc par-dessus la machine. Donc il apporte un lecteur de disquette et un port VGA RGB à 15 kHz. On a également le Pro Module qui se place sous la machine et qui se connecte également sur ce port, qui rajoute de la fast RAM 4 ou 8 mégas. 4 mégas si vous avez déjà une carte FMV et 8 mégas si vous n'en avez pas. Elle apporte aussi à la machine un port série, un port parallèle et un port clavier format PC. Et en plus de tout ça, même ce Pro Module avait également un emplacement pour mettre un coprocesseur mathématique dans la machine. Ensuite, on a vu arriver le SX1. Le SX1 est une grande extension qui se met ici, qui se connecte également au port d'extension de la console, qui n'apporte pas de lecteur de disquette et qui est plutôt volumineux. Mais il fait la même chose que le Pro Module. Ensuite, on a eu la SX32. La SX32 qui est une carte interne qui fait toujours la même chose que le Pro Module et la SX1. Sauf que cette fois, comme il prend la place interne, on ne peut plus mettre la FMV dans la console. Et le SX32 Pro est une version du SX32 avec un processeur 68030. Dans les autres extensions pour ces machines, on a des cartes plus récentes comme la Indivision CD32 et A4000 qui se branchent sur les puces à l'intérieur de la console et qui fournit un désentrelaceur et donc permet de la brancher sur un écran actuel en DVI. Et dans les extensions dans le même style que la SX32, on a les cartes actuelles, comme cette carte qui est faite par Steve aux États-Unis, aussi appelée Terrible Fire.
Donc c'est une carte qui apporte 8 mégas de fast RAM, un port IDE qui permet d'avoir une compact flash dans la machine. Elle apporte également un port DB23 pour avoir du RVB comme sur un Amiga 1200, donc un affichage bien plus net que par le composite. Et un port clavier PS2 standard pour brancher un clavier de PC sur la machine. Je voulais vous montrer le fonctionnement de cette CD32 avec cette carte. J'ai tous les accessoires de la machine d'origine, mais il s'avère qu'elle est tombée en panne. Donc ce que je vais faire, plutôt que de la brancher pour vous montrer qu'elle ne marche pas, je vais l'ouvrir puis on va découvrir l'intérieur de la machine. Donc voici la carte mère de la CD32. On peut notamment y voir Lisa, ici. Ici on a Alice comme sur le 1200. Donc Lisa et Alice, ce sont les équivalents de Anus et puis de Paula, pour le son et pour la vidéo. Ici c'est la Kiko, c'est la fameuse puce qui fait le chunky tout planar et le contrôleur de CD. Cette carte mère, donc cette machine ne marche plus alors qu'elle marchait il y a quelques mois, mais je crois que j'en ai trouvé la raison, hein. La raison elle est simple, hein. Regardez les condensateurs, dans quel état ils sont explosés. Et quelque chose me dit que les condensateurs SMD, il va falloir les remplacer aussi, parce qu'il me semble voir des pattes qui sont décolorées par la fuite des condensateurs. Malheureusement, je n'ai pas de kit de recapage pour cette CD32, donc je vais d'abord changer ces deux condensateurs et puis espérer que la machine démarre sans remplacer aujourd'hui les condensateurs SMD. Donc je vais les démonter et je vous retrouve pour souder les nouveaux à la place. Donc il s'avère que j'ai pas de si petits condensateurs que ceci en 1000 microfarads, parce que je n'ai que des condensateurs de 16 volts alors que ce sont des 10 volts et que ce sont des condensateurs bas et pas des condensateurs full size. J'en ai pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les coucher comme ça sur la carte mère, histoire de ne pas empêcher à la carte de pouvoir se brancher. Donc voilà. Alors on va souder ça. Je vais peut-être monter un tout petit peu, histoire de pouvoir souder sur... Donc voilà, les condensateurs sont soudés. Et ben, espérons que ça suffise. Mais à mon avis, ça suffit, parce que ce qu'elle faisait, c'est que j'avais de la synchro, mais j'avais pas d'affichage, j'avais un écran noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la carte Terrible Fire dessus, et je vais la brancher en RGB, et on va regarder tout de suite si elle démarre. Donc découvrons ensemble, la voici branchée avec sa carte Terrible Fire sur mon écran PVM. Et on va faire Power et on va regarder ce qui se passe. Ah si, voilà. Bon, désolé pour les reflets, mais nous voici sur le workbench. Donc en fait, cette réparation de fortune a juste remplacé deux condensateurs au lieu de recaper toute la machine, va nous suffire pour aujourd'hui. Donc je vais remettre la CD32 dans sa boîte et je vous retrouve après. Donc dans les jeux qui tournent sur une CD32, bon, j'ai beaucoup de jeux qui sont directement sur la compact flash, hein, j'en ai énormément. C'est même plus facile que de mettre un CD. Alors essayons de voir de lancer Pinball Illusion pour CD32. Bon, print screen to kit, mais j'ai pas branché de clavier, donc je pourrais pas quitter le jeu. J'ai pas d'enceinte qui se branche en cinch, j'ai que du jack, donc je l'ai mis en façade.
Par contre, ça doit jouer à la manette. Alors à la manette, ça risque d'être intéressant. Ah. Comment on tire? C'est étonnant, il n'y a pas de musique. Ils auraient pu mettre de la musique. Ah, j'ai déjà oublié comment on faisait. Non, mais c'est pas facile hein, d'y jouer à la CD32 à ça, avec la manette. Surtout quand on sait pas comment, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Bon, donc voilà, Pinball Fantasy, Pinball Illusion marche très bien. Mais ce que je peux faire aussi, c'est démarrer un jeu sur CD, puisque j'ai Zool. Bon, c'est pas un CD original, malheureusement. Mais ça permet de voir que la machine, elle marche aussi sur CD. Ce qui était sa première utilité, néanmoins. Donc là, elle bénéficie quand même des 8 mégas de fast RAM, en plus de ces 2 mégas de chip. Bon, je suis pas un grand spécialiste de jeux du tout. Hein. Les jeux de plateforme, ça n'a jamais été mon fort. Les chargements sont relativement longs quand même. Hein. Et voici un autre jeu qui a été édité il y a 1 ou 2 ans, je crois, pour CD32. Ce jeu est un petit peu particulier parce que c'est un jeu typiquement japonais. C'est Time Gale. C'est un jeu où il faut cliquer au bon moment. Et il est sympa parce qu'il est tout en vidéo. Et franchement, c'est pas mal pour cette machine.
avoir du son. Un peu là. Il est difficile, hein, par contre. Hein. Ah, et déjà, voilà, j'ai pas arrêté le premier. Évidemment, c'était de l'autre côté. Allez, on recommence encore une fois. Ah voilà, raté. Je m'attendais à une flèche. Donc voilà, c'est le principe de ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il faut être très réactif sur les boutons. Mais je le trouve joli et sympathique. Donc une CD32 à l'heure actuelle, pourquoi faire? Eh bien, à l'heure actuelle, moi je dirais que la CD32, c'est une excellente machine si on veut jouer aux jeux, à tous les jeux d'Amiga. Une fois qu'on a mis une carte genre la Terrible Fire qui coûte pas très cher à l'intérieur de cette CD32, on a accès, on a une machine qui est équivalente à un Amiga 1200, c'est-à-dire c'est une machine AGA avec 2 mégas de chip et 8 mégas de fast. Elle a un disque dur. C'est une compact flash, donc on peut facilement la remplir de tous les jeux qu'on veut. Ça tourne aussi bien les jeux CD de CD32 que les jeux CD de CDTV. Et dans WHD Load, on peut charger les jeux de toutes les machines Amiga, que ce soit un 500, un 1002 ou une CD32. Donc c'est la machine qu'on peut poser dans son salon qui est vraiment idéale pour tourner tous les jeux d'Amiga. Donc voilà, c'est sur ce jeu que je vais vous laisser pour cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et bien sûr si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'ai aussi mis un lien Utip pour ceux qui le souhaitent dans la description de la vidéo. Le maillot que je portais aujourd'hui, c'est le maillot du CERN Open Days de l'année passée au mois de juin, où nous étions présents avec l'association et où nous avons fait une exposition de plein de machines. Si vous voulez voir les machines qu'on a exposées, sur mon site, dans la catégorie événements, vous trouverez plein de photos et de vidéos sur le CERN Open Days et aussi sur d'autres manifestations qu'on a faites. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien.